Verrouillez votre porte, éteignez les lumières, allumez une bougie, sortez votre plaid et installez-vous confortablement. Bienvenue dans Un autre regard, l'émission de Radio G qui vous plonge au cœur du paranormal et de l'ésotérisme. Bref, tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Les saisons passent, les cycles s'achèvent, mais les mystères, eux, ne dorment vraiment jamais. Bienvenue dans ce dernier épisode de la saison d'Un autre regard, un épisode un peu particulier, une dernière escale avant la pause estivale. Comme un crépuscule qui précède une nouvelle aurore. Pour cette ultime émission, nous avons choisi de vous emmener là où la science hésite encore à poser ses pas, là où l'invisible murmure à ceux qui veulent bien l'écouter. Aujourd'hui, deux mondes se croisent, celui de la lithothérapie, l'art ancien et intuitif d'utiliser les pierres et les cristaux pour harmoniser les énergies, équilibrer les émotions, accompagner la guérison ou renforcer son intuition par exemple. Alors peut-on vraiment dialoguer avec les vibrations de la Terre ? Les pierres ont-elles vraiment une mémoire, une conscience, quelque part un pouvoir ? Et celui plus sombre, plus controversé de la planche Ouija. Alors, cette interface énigmatique qui prétend établir un lien avec les esprits. Alors, est-ce un simple jeu de société né dans les salons spirites du 19e ou un véritable canal de communication avec l'au-delà ? Alors, d'où viennent les réponses finalement ? De notre inconscient ou peut-être d'ailleurs ? Et surtout, à quel prix ? Alors, deux pratiques bien différentes, mais qui partagent un point commun. Elles sont le pont entre les mondes. Des outils que l'on manipule souvent à la recherche d'un sens, d'un signe, d'une guidance. Alors pour éclairer ce double thème, j'ai le plaisir d'accueillir Joëlle. Alors Joëlle est médium, voyante, passionnée par les énergies subtiles. Elle va venir partager avec nous son expérience et ses conseils et peut-être même ses mises en garde. Joëlle, bienvenue. Bonjour et merci de cette invitation. Alors entre scepticisme et fascination, entre le bien-être et les frissons, ouvrons ensemble ce dernier chapitre de la saison. Un moment pour se questionner, ressentir, expérimenter avec respect, ouverture d'esprit et toujours ce regard différent que nous aimons porter sur les choses. Alors installez-vous confortablement, allumez une bougie, prenez votre pierre favorite peut-être et laissez-vous guider. Bienvenue dans Un autre regard. Depuis la nuit des temps, les civilisations ont accordé une attention toute particulière aux pierres. Alors bien que plus que de simples objets minéraux, elles ont souvent été perçues comme des vecteurs d'énergie, des symboles de puissance ou de protection, des supports de méditation, voire de véritables alliés du soin. Alors c'est de cette vision ancestrale qu'est née la lithothérapie que nous allons aborder maintenant. Alors avant même que ce fameux mot ne voie le jour, les civilisations anciennes aux quatre coins du monde entretenaient déjà une relation étroite, presque sacrée avec les pierres. Des tombeaux égyptiens aux temples hindous, des talismans celtes aux rites chamaniques amérindiens, les pierres ont traversé les âges comme des compagnons spirituels et thérapeutiques. Alors, il ne s'agissait pas forcément uniquement de croyances, mais d'observations, d'usages empiriques, de symboles transmis de génération en génération. Alors bien plus que des objets de décoration ou de construction, les minéraux étaient souvent perçus comme chargés de force vitale, de propriétés mystiques, comme finalement un intermédiaire entre les mondes visibles et invisibles. Alors on parlait tout à l'heure des tombeaux égyptiens. Alors, les Égyptiens utilisaient abondamment les pierres. Alors il y avait le lapis-lazuli, le turquoise, la malachite ou encore la cornaline. Alors ces gemmes, elles n'étaient pas seulement précieuses, elles étaient quand même considérées comme carrément porteuses de pouvoir. On disait que le lapis-lazuli, par exemple, était associé à la sagesse divine et était porté par le pharaon pour favoriser sa connexion avec les dieux. La malachite, de son côté, était censée absorber les maladies et toutes les énergies négatives. Alors, on pense tous aux amulettes en pierre sculptée qui étaient souvent placées sur les momies. Elles avaient carrément la fonction de protéger l'âme dans l'au-delà, preuve que les Égyptiens associaient déjà les pierres à une forme d'énergie subtile. En Inde, dans la tradition ayurvédique, qui remonte à plus de 5000 ans, les pierres sont utilisées en lien avec les chakras,
les centres d'énergie du corps. Chaque chakra peut être équilibré par des cristaux spécifiques selon leur couleur, leur vibration, on verra ça tout à l'heure. Les Védas, qui sont des textes sacrés de l'Inde ancienne, mentionnent déjà l'usage des pierres précieuses pour renforcer la santé, la vitalité ou la protection spirituelle. Alors, saphir, rubis, émeraude ou même des perles sont liés à des planètes, des divinités et à des aspects particuliers de la psyché humaine. Et même en Chine, la jade était considérée comme la pierre la plus noble, le symbole de la pureté, de la longévité et de la puissance céleste. On le retrouve aussi bien en médecine traditionnelle que dans les rituels funéraires. Même en Grèce antique, on a plein d'auteurs comme Pline l'Ancien qui ont rédigé des traités sur les vertus des pierres. Et le mot même cristal vient du grec kristallos qui signifie glace, car le cristal de roche était perçu comme de la glace éternellement figée. Et puis plus récemment, même pendant le Moyen-Âge, les pierres sont associées à la médecine, à la religion et à l'alchimie. On le retrouve dans les grimoires, les bestiaires, les livres de médecine, des descriptions détaillées des pierres censées soigner, protéger ou repousser le mal. Alors on peut citer par exemple l'ambre, qui est supposé donner du courage. Donc, les moines copistes associaient parfois certaines gemmes à des vertus chrétiennes comme la pureté, l'humilité et la foi. Et puis voilà, comme on disait tout à l'heure, les peuples amérindiens, ils utilisent souvent des pierres dans les rituels chamaniques ou sont carrément intégrés à des objets sacrés comme la fameuse roue de médecine. En Afrique, les pierres comme l'hématite ou le quartz fumé sont utilisées par des guérisseurs pour purger par exemple certaines énergies. Et chez les Celtes, on n'est quand même pas loin de la Bretagne, les menhirs, dolmens et autres pierres levées sont aussi liés à des flux d'énergie tellurique et quelque part à des rites de passage. Donc on voit effectivement, Joël, que ça ne date pas d'hier. Non, ça ne date pas d'hier. Et si je peux me permettre, les pierres comme le granit qui sont vraiment en Bretagne, puisque je suis de Brest, dans les maisons, dans certains lieux, il y a des énergies qui sont vraiment liées à ça. C'est-à-dire qu'on peut aller dans un endroit et se sentir bien, dans un autre se sentir moins bien. Et par rapport aux pierres levées, aux menhirs et tout ça, bien souvent, menhirs, dolmens, etc., bien souvent, il y a des croyances qui sont liées à ça, sûrement à cause de l'énergie que dégage cette pierre, quoi. Voilà. C'est vrai qu'en plus, comme elle est présente en grand nombre, ça doit c'est très vibrer important. Un maximum. Voilà, donc, c'est ça, oui, tout à fait. Oui. C'est quelque chose, de toute façon, qui fait partie de l'environnement au quotidien, donc ça ne m'étonne pas complètement, qu'on voilà. Lier ça aux énergies. Alors, qu'est-ce qu'il en est finalement de la lithothérapie moderne ? Parce qu'elle a sorti un genre de renouveau à partir du XXe siècle, finalement dans un monde qui est un peu en quête de reconnexion à des savoirs oubliés. Et puis, c'est vrai qu'on est une société qui est quand même très, très matérialiste, très, très technologique, mais comme quoi on revient encore un petit peu à l'essentiel. Alors, c'est dans les années 70, dans le sillage des mouvements un peu New Age, que la litho refait du coup surface sur la scène, notamment en Occident. On assiste alors à un regain d'intérêt pour tout ce qui est médecine douce, les traditions ancestrales, les énergies orientales, la méditation et tout ça. Alors, les cristaux, qui étaient jugés jusque-là relégués finalement aux vitrines des minéralogistes et des bijoutiers, sont redécouverts finalement comme des outils de soins. Alors ce mouvement, il est porté par de nombreuses figures. Alors ces auteurs, ils tentent en fait de systématiser, de faire correspondre entre les cristaux et les chakras, les émotions et les déséquilibres. Donc c'est là qu'il y a un vrai travail quelque part pour faire des tableaux où on peut retrouver les différentes utilisations. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qui est largement répandu, puisque même dans certains rayons de supermarché, dans le rayon des livres, vous pouvez retrouver même des pierres. Donc c'est quelque chose qui a totalement été banalisé. Alors c'est vrai que ça n'a pas été encore reconnu scientifiquement, mais on le retrouve effectivement dans de nombreux domaines. Donc dans le bien-être personnel, il y a pas mal de thérapies brèves qui l'utilisent comme des outils d'ancrage, d'apaisement. Dans les soins énergétiques, par exemple, elle est parfois associée au Reiki, à la méditation et au massage. Et puis en décoration, effectivement, il y a plusieurs, que ce soit la géobiologie et le feng shui, utilisent effectivement ces pierres disposées dans les lieux de vie pour quelque part remettre un petit peu à flot l'énergie ambiante. Et puis il y a toujours les bijoux, bien sûr, et les objets du quotidien, bracelets, pendentifs, les galets de poche, les élixirs de minéraux, enfin il y a de tout, quoi. Là, voilà. Il y a certaines mêmes boutiques ésotériques qui proposent également des séances personnalisées où les pierres sont choisies selon la problématique de la personne. Alors, que dit la science dans tout ça ? Alors, la science, il n'y a aucune, aujourd'hui, étude scientifique rigoureuse qui n'a montré l'efficacité physiologique directe, donc ça veut dire directement sur le corps. Il y a de nombreux scientifiques qui considèrent ça un peu comme une pratique finalement placebo, donc c'est-à-dire que ce serait notre propre intention, notre croyance ou notre état d'esprit qui déclencherait le mieux-être. Moi, j'ai envie de dire, c'est déjà pas mal.
C'est énorme, complètement énorme. J'ai envie de dire, si on avait mal avant, que le fait d'aller acheter un cristal, de le mettre chez soi, fait qu'on se sent soulagé, moi j'ai envie de dire déjà bravo, quoi. Oui, tout à fait. Alors il y a d'autres chercheurs qui ont eu des approches quand même plus ouvertes, heureusement, notamment au niveau de la physique vibratoire ou de la biophysique, et eux ils s'intéressent aux fréquences électromagnétiques naturelles des cristaux, puis finalement leur l'interaction potentielle avec notre système nerveux et énergétique, mais il n'y a rien malheureusement d'encore établi de façon formelle. Du coup, on rappelle effectivement que la médecine conventionnelle rappelle que la lithothérapie ne doit pas remplacer un traitement médical, et j'ai envie de dire heureusement, et puis doit plutôt être envisagée comme un complément de bien-être, une pratique d'accompagnement, un petit coup de pouce en plus. Qu'est-ce que tu en penses toi, Joël ? Moi je suis tout à fait pour, étant donné qu'il m'arrive de soigner entre guillemets certaines personnes pour des choses très précises. La première chose que je dis, c'est surtout ne jamais lâcher les traitements que l'on a, et que le travail fait avec des pierres est juste là pour aider la personne au niveau émotionnel et en fonction des ressentis. Moi, je dis souvent qu'on dit, telle pierre est bonne pour telle chose, etc. Oui, pourquoi pas. Mais il peut y avoir des personnes qui ne sont pas attirées par cette pierre, ils vont prendre une autre qui va leur convenir beaucoup mieux. Si je peux me permettre, je peux parler de mon exemple, l'hématite, qui est une pierre qui est surtout conseillée quand on a des problèmes sanguins et tout. Voilà, de circulation et tout. Moi, j'ai essayé et je me suis rendu compte qu'au niveau circulation, ça n'a pas changé grand-chose. Par contre, ça m'a permis d'avoir un sommeil profond et reposant. Donc, moi, ça me va et je continue avec ça, tout simplement. Alors, pourquoi utiliser finalement les pierres et les cristaux ? Alors, la question est légitime, elle est presque, j'ai envie de dire, incontournable. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise les pierres ? Alors, c'est vrai qu'on est, comme on disait tout à l'heure, une époque qui est dominée par la technologie. On a des applications pour tout. La science et la rationalité étant des personnes, c'est tout. Alors, comment ça se fait que tant de personnes continuent à se tourner vers ces petits fragments silencieux de terre ? Tout simplement parce que quelque part, ils ont quelque chose qu'ils peuvent toucher. Enfin, c'est mon ressenti. On peut toucher, on ressent la pierre. Elle nous va pas. Et surtout, ça nous rassure. Ça rassure tout simplement la personne qui le prend. Déjà parce qu'on leur explique pourquoi on leur donne cette pierre. Et aussi, quelque part, je me répète un peu, mais c'est le fait d'être rassuré pour pouvoir toucher quelque chose qui fait... Quelque chose de tangible. Qui fait du bien finalement. Parce que les pierres ont une vibration, malgré ce que l'on dit. Certaines vibrations nous rassurent, d'autres, au contraire, nous mettent mal à l'aise. C'est pour ça que c'est important de trouver ce qui nous convient, malgré les préceptes déjà donnés dans des bouquins qui sont très bien. Hein, mais oui, c'est du général. Voilà. Mais après, il faut que chacun puisse trouver ce qui lui convient. Il ne faut pas hésiter à sortir un peu du cadre, tout simplement. Alors, tu disais qu'effectivement, chaque pierre émet une vibration, une genre de fréquence un peu subtile, qui quelque part doit rentrer en résonance avec notre propre champ énergétique. Donc, d'une personne à une autre, on ne réagit pas pareil. Hein. Je pense que ça explique déjà une partie des choses. Alors, on peut les utiliser, comme on disait tout à l'heure, pour apaiser des tensions émotionnelles ou mentales. Alors, par exemple, il y a le quartz rose pour quand on a des blessures affectives, on a besoin de confiance en soi, les choses comme ça. Ça peut aussi, au contraire, stimuler la vitalité ou la motivation, par exemple. Donc, si on est en recherche d'emploi, on a besoin d'être un peu boosté. Voilà, il y a des pierres qui vont un peu booster la motivation. On peut renforcer sa protection énergétique quand on se sent un petit peu molle du genou, un petit peu fatigué. Donc la labradorite, l'obsidienne, il y en a plein. Et puis ça peut aider aussi, je pense, là on est en pleine période du bac. Donc ceux, par exemple, qui ont besoin de favoriser la concentration, le sommeil, l'intuition, il y a des pierres pour ça. Donc c'est vrai que finalement, le champ d'application est très très vaste. Voilà. Et puis moi, ce que je tiens à dire aussi, c'est qu'il y a la beauté de la pierre. Oui, c'est quelque chose que on est attiré par une pierre, par sa beauté. Après, la beauté ne fait pas tout, parce que si on l'a dans la main et puis que ça ne fonctionne pas. Mais moi, c'est surtout au début, ce qui m'a attiré, c'est la beauté des pierres. Je parle surtout des agates. Les agates sont tellement nombreuses et tellement belles. Voilà. De toute façon, oui, je pense que chaque utilisateur ou chaque collectionneur, parce qu'il y en a qui Oui. Voilà, moi j'utilise un peu, mais je suis plutôt dans la collection. Moi, j'aime suis la beauté des deux. pierres. Voilà. Déjà, je pense que là-dedans, il y a dessous déjà une envie de se reconnecter un peu à la nature et à l'élément minéral. Je pense que avoir un vrai truc dans la main, un vrai truc vivant, donc c'est quelque part se ramener un petit peu un fragment du monde, si on peut dire naturel, à un monde qui est très ancien, parce qu'effectivement les minéraux qui datent
de milliers d'années. Donc je crois qu'à l'heure du tout numérique, ça fait vraiment du bien un peu de se reconnecter à ça, d'avoir quelque chose de stable, d'ancien, voilà, qui nous aide à nous profondément nous ancrer quelque part dans la réalité. Hein. Ouais, moi, je sais que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup avec les énergies, avec les personnes, avec, on va dire, nos personnes parties de l'autre côté. Et j'ai trouvé un jour une pierre qui me plaisait bien, que j'ai pris, et c'était tout simplement du granit qui avait été un peu taillé, donc qui faisait joli. Et cette pierre, quand je sens que j'ai du mal à être ancrée, je la prends dans les mains et tout de suite, ça me permet de me concentrer sur moi-même. C'est comme si je redevenais moi-même à travers ça. Alors bien sûr, il y en a qui vont dire c'est dans la tête. Je m'en fous. Excusez-moi. Voilà, ça marche. Ça marche. Voilà, ça marche. C'est super. C'est ça. Voilà. Et c'est pas une pierre précieuse. C'est juste une simple pierre qui m'aide énormément. Après, il y a des gens aussi qui sont dans un peu une démarche de développement personnel, donc ça va leur permettre effectivement d'aider, pourquoi pas, pour la méditation, des choses comme ça, car c'est pas forcément facile. Tout le monde n'arrive pas à méditer. Non. Hein, je pense à mon amie Bérangère, qui m'a dit, moi, me poser plus de 5 minutes, je ne peux pas. Je suis pareil. J'ai dit, non. On est comme surtout tout ce qui est magie, de toute façon, c'est l'intention qui compte. Voilà. Donc j'ai envie de dire, c'est un super support de toute façon pour ancrer son intention, ancrer un moment, pour faire un rituel. Donc voilà, une des raisons aussi pourquoi on aime les pierres, c'est quelque part, c'est quelque chose qui représente notre attention, qui va nous aider à nous concentrer, comme la baguette magique le fait, de toute façon. Tout à fait. Quelque part. Et quelle que soit la pierre, finalement. Beauté, les vibrations esthétiques, voilà, ça... elles sont belles, touchantes. Des fois, c'est cristallin. Des fois, vous avez des inclusions dedans. Donc, voilà, moi, je trouve que chaque pierre est unique. Et elle a son petit... voilà, le simple fait d'aimer les pierres, de l'observer, de la toucher, moi, je trouve que voilà, c'est déjà une forme de soin. Oui, tout à fait. Voilà, c'est quelque chose qui... Tout à fait. Je peux me perdre dans les inclusions et dans les, dans les différentes facettes assez facilement. Oui, il y a des mondes dedans qui sont magnifiques. Et puis, on le disait tout à l'heure, c'est de toute façon un chemin qui est personnel. Totalement intuitif, donc c'est quelque chose finalement qui ne s'impose pas. On est attiré par les pierres ou on ne l'est pas. Alors nous sommes toujours sur Radio G Angers 101.5 FM. On peut se retrouver également en DAB+, ou en podcast sur le site www.radio-g.fr. Et surtout, la littérathérapie, elle invite à quelque part ressentir, tester, écouter, les toucher. On la touche. Oui, non, mais des fois, combien de fois on va pour un truc et on ressort avec autre chose? Tout à fait d'accord. C'était pas prévu, mais finalement. Voilà, parce que finalement, on est venu avec une idée un peu préconçue et puis on est appelé par du coup une pierre parce que finalement, est-ce que ma problématique que j'ai choisie est vraiment la bonne ou vraiment celle qui est prioritaire, ou est-ce que quelque part, il n'y a pas un effet de vase communicant aussi et on repart avec une pierre des fois totalement différente de ce qu'on pensait, ou la couleur totalement différente. Oui, parce que quelque part, je pense que si on s'écoute, c'est-à-dire qu'on laisse un peu notre corps décider, surtout moi je pense les mains, moi je sais que c'est beaucoup toucher les pierres pour choisir. Comme tu disais, il se peut qu'il y ait des choses qu'on avait en tête et finalement, on est attiré par une pierre spécifique, on la prend en main et on se rend compte que la base du problème vient de ce que la pierre peut aider à traverser. Alors c'est ça, moi je me demande toujours un petit peu comment ça se fait. Déjà, il faut écouter son intuition déjà. Et puis quelque part, c'est ce qu'on disait, on doit certainement rentrer en résonance effectivement entre la pierre et nous, un peu notre besoin intérieur. Et je pense que ça doit... il y a un radar qui se déclenche tout à fait. quelque part. On dit qu'il y a beaucoup de liens entre la couleur et le lien avec son chakra. Est-ce qu'on peut développer un petit peu là-dessus? Oui, bien sûr. Vas-y, je te laisse commencer. Alors, on dit qu'en fait, chaque couleur de pierre, donc vous avez différentes couleurs de pierre, il y en a qui sont plutôt jaunes, qui sont des tons rouges, des violets, des bleus, enfin, vous avez, toutes les couleurs sont possibles et imaginables. On dit que chaque couleur, finalement, est liée à une vibration spécifique et que c'est souvent associé à un chakra, les centres énergétiques du corps. Oui. Alors, qu'est-ce que toi, t'en penses? Moi, je pense que c'est réel. Et en même temps, ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes, si je veux travailler sur les chakras, les couleurs classiques, les pierres classiques que j'utilise ne correspondent pas. Donc, il ne faut pas rester bloqué sur un système de pensée. C'est un repère utile, mais qu'après, il faut... il faut savoir. Ouais. Et j'ai eu l'occasion, alors pas souvent, il faut être honnête, parce que dans l'ensemble, ça correspond. Mais si on se laisse vraiment aller pour aider la personne, parce que le but, c'est d'aider la personne, ne pas hésiter à changer de pierre si besoin est pour pouvoir vraiment bien équilibrer, que la personne se sente bien et tout. Il ne faut pas rester obstiné avec les couleurs qui sont
désignées, entre guillemets, quoi. Alors, si on voit par exemple les pierres de couleur rouge sont supposées être associées au chakra racine. Oui. Donc là, on a les pierres plutôt oranges, c'est le chakra sacré, donc la créativité. Le jaune, c'est le plexus solaire. Le cœur, il y a le vert rose, c'est le cœur. Donc là, on est dans l'affectif. Je crois que là, de toute façon, clair. Le lien se fait tout seul. Le bleu, on est sur la gorge, donc c'est la communication. Oui. Et puis, on a du coup le fameux troisième œil, indigo, violet. Donc voilà, donc là, on est tous que sur chakra couronne. Alors, il y a une chose que j'aimerais dire, par propre expérience, que si on se retrouve avec une personne qui a beaucoup de colère en elle, évitez toutes les pierres rouges. Tout simplement. Trouver une pierre qui correspond au chakra, excuse-moi, j'ai oublié le nom, mais racine. Évitez tout ce qui est rouge parce que automatiquement ça va ne faire qu'amplifier. Il ne faut pas oublier que les couleurs sont liées aussi aux émotions. Donc, trouver quelque chose d'autre. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas rester coincé à tout prix dans tout ce qui est dit. Alors, je sais qu'il y en a peut-être qui vont réagir à ça, mais moi, je parle par ma propre expérience, tout simplement. Donc, il y avait les couleurs, mais il y a aussi les formes. On peut trouver finalement les pierres sous différentes formes. Donc, il y a la pierre brute, la roulée qui a donc été polie. Et puis, on a les géodes, les amas cristallins, ou même en bijoux. Quel est ton point de vue à toi ? Alors, pour moi, toutes les pierres sont bonnes. Moi, point pas. À partir du moment où elles sont réelles. Le gros problème, voilà. Je parle surtout de la citrine, qui est une pierre qui est très courante, et beaucoup se font avoir parce que c'est pas de la citrine. C'est de la métisse chauffée. Voilà, c'est ça. Ou c'est même malheureusement des amalgames qui n'ont aucun rapport avec. Donc, trouver vraiment un endroit où on trouve les pierres où on est sûr que ce sont de vraies pierres. Ça paraît bizarre à dire, mais c'est réel, quoi. Alors après, en fonction de comment on veut travailler avec les pierres, il est plus facile d'avoir des pierres roulées. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais les pierres brutes, quelque part, apportent, surtout au niveau des cristaux. Moi, je pense que moi, je prends que du brut. Voilà. J'aime pas le poli. Voilà. Moi, je vais prendre une phase de poli, mais moi, j'ai besoin d'avoir du brut. Moi, je sais que, par exemple, au niveau des agates, des machins, il y a beaucoup de pierres qui sont polies, tout ça, parce que pour mettre sur le corps, c'est plus facile quand même, quoi. Ça tient, voilà. Mais il faut faire juste attention que la pierre est vraiment une vraie pierre. Voilà, c'est surtout ça. Après, c'est à chacun de trouver. On dit que les pierres brutes ont une énergie finalement plus sauvage, plus directe, parfois un peu plus puissante, parce que c'est brut de décoffrage un petit peu. Donc je pense que ça dépend aussi de la personnalité de la personne aussi. Tout à fait. Les pierres roulées sont plus douces. C'est idéal à porter sur soi parce qu'on peut les avoir dans les poches, les machins, on risque pas de se blesser avec. Bon, les géodes, on aura du mal à mettre ça dans la poche déjà. Alors, c'est souvent utilisé plutôt là pour les espaces et puis recharger les pierres, parce que du coup, on a des pièces qui sont quand même des fois de bonne taille. Oui, tout à fait. Donc, bon, dans le sac à main, si on se fait. Si quelqu'un essaie de nous arracher le sac à main, un bon coup de sac à main avec une géode de 2,5 kg dedans. Tranquille. À l'aise. Et puis en bijoux, c'est vrai que ça permet de garder la vibration de la pierre sur soi. C'est plus discret, effectivement, que de se balader avec son. En bijoux, en général, elles sont polies. On ne peut pas faire autrement, parce que c'est pas évident. Si, on peut trouver des pierres qu'on porte en pendentif et qui sont vraiment brutes. Mais c'est vrai que c'est pas agréable à porter, il faut être honnête, quoi. Parfois, ça peut être quand même gênant quand c'est brut, quoi. Alors, une fois, ça nous arrive, quand on veut choisir une pierre, des fois, alors certaines, du coup, quelque part, vont nous déranger, nous repousser. Quelle est l'analyse que tu en fais, toi ? Alors, en général, quand on est repoussé par une pierre, ça veut dire que c'est soit elle touche quelque chose en nous qui nous dérange, soit au contraire, elle nous fait signe qu'on a un manque. Ça dépend, là, il faut pouvoir affiner pour savoir ce que c'est. Mais moi, en général, quand il y a des pierres que non, merci, c'est gentil, mais j'en veux pas. Et après, je réfléchis, si je prends, alors je mets de côté, je ne mélange pas avec les autres. Peut-être qu'il correspond à un mot. On en aura besoin, mais pas à ce moment précis. Voilà, un manque ou au contraire à quelque chose en moi qui me gêne, mais je ne suis pas encore capable. Voilà, j'ai pas encore mis le doigt dessus. Donc, je trouve intéressant quand même de la prendre. Par contre, je la mets à part. Parce que j'ai l'impression, j'ai pas envie que ça, entre guillemets, contamine les autres. Alors, bien sûr, voilà. Mais c'est intéressant. C'est très intéressant d'avoir une pierre qui nous repousse, ou qu'on repousse, parce que la pierre, elle, voilà. Normalement, elle est statique. Oui. Sauf poltergeist, elle reste statique normalement. Mais oui, bon, voilà. Il y a aussi, peut-être aussi le cas des pierres qui portent une charge de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'elles ont été manipulées, du coup, qu'elles sont soit très anciennes ou été manipulées par beaucoup trop de personnes. Et peut-être aussi qu'on réagit par rapport à ça. Voilà. L'histoire des bagues anciennes, des colliers, enfin, tous les bijoux qui ont eu des personnes qui ont porté et qui ont vécu des événements traumatisants souvent, parce que c'est là qui est le plus fort.
Et c'est vrai que certaines bagues certains bijoux portent malheur, etc. Bon, comme on a déjà pu en entendre, voilà. Mais même des petits bijoux qu'on peut trouver dans des vide-greniers, des choses comme ça. Vide-greniers, antiquaires, etc. Emmaüs. Si jamais il y a une bague qui vous intéresse, si vous la touchez, vous sentez que il y a quelque chose qui gêne, moi je vous conseillerais de ne pas la prendre, tout simplement. Mais il faut savoir que tout comme, alors je diverge un peu, mais tout comme les meubles, comme ça, les bijoux, comme ils portent l'énergie de la personne, d'autant plus qu'on les porte sur soi, comme des bagues, etc., ça peut apporter beaucoup de bonheur, si jamais ça a été un bijou qui a été porté par quelqu'un qui a été très, très heureux, et on le ressent aussi dans ce sens-là, il ne faut pas arrêter. Et si par contre la pièce, vous la mettez et puis que vous sentez que, alors l'enlever, la purifier, enfin il existe plein de choses, mais ça capte aussi, il ne faut jamais oublier ça, ça garde la mémoire. La pierre garde la mémoire. Oui, il y a la même théorie que pour les maisons, de toute façon, les murs gardent les mémoires de ce qui s'est passé. Donc là, effectivement, à une échelle plus petite, les pierres vont quand même garder une mémoire. Tout à fait. Si on pouvait dire, effectivement, c'est que choisir une pierre, finalement, c'est un acte qui est à la fois instinctif et intime. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, chacun fait comme il veut. Alors qu'on soit attiré par sa couleur, son nom, son énergie ou le besoin du moment, l'important, en fait, c'est d'établir un lien personnel avec notre pierre ou notre cristal. Et puis, rappelez-vous, la pierre ne fait pas tout, c'est la conscience qu'on y met qui crée le changement. Tout à fait d'accord avec ça. Pour pouvoir réfléchir un petit peu à ce que je viens de vous dire, je vous propose une pause musicale avec la sorcière blanche du rock, Stevie Nicks, et sa chanson Cristal. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Je suis toujours avec Joëlle, médium, énergéticienne, voyante, la panoplie complète. Elle nous vient de Brest et on vient de terminer justement de discuter sur tout ce qui est finalement le pouvoir des pierres. Alors depuis les profondeurs silencieuses de la Terre, nous avons exploré les messages des pierres. Ces gardiennes minérales qui accompagnent, apaisent, rééquilibrent sans jamais hausser la voix. Mais que se passe-t-il lorsque l'on cherche à dialoguer non plus avec les énergies de la nature, mais avec des consciences venues d'ailleurs? Alors, je ne parle pas forcément d'extraterrestres. Que se passe-t-il quand ce n'est plus notre intuition qui répond, mais peut-être un esprit? Alors, dans cette seconde partie d'émission, nous allons quitter la douceur vibratoire des cristaux pour entrer dans une zone plus floue, peut-être plus trouble, parfois redoutée, l'univers de la planche Ouija. Alors, objet de fascination, d'expérience spirituelle ou de frisson nocturne pour certains, la Ouija pose en tout cas une question directe et dérangeante. Sommes-nous seuls lorsque nous posons notre doigt sur la goutte? Je pense pas. Alors pour explorer ce sujet, donc Joëlle va intervenir, on vous racontera des expériences personnelles qu'on a vécues toutes les deux. Et puis on va parler un peu de nos expériences et on va entre discernement, prudence et ouverture, on va dire. Alors restez avec nous, car les portes de l'invisible ne sont peut-être pas aussi closes que l'on imagine. En tout cas, c'est parti pour la planche Ouija. Alors, on l'appelle parfois la tablette spirit ou la table de communication. C'est sans doute l'un des objets qui est le plus emblématique, le plus mystérieux et controversé du monde du paranormal. Alors, elle fascine finalement autant qu'elle effraie, elle intrigue même, autant qu'elle divise. Alors, la planche, c'est un plateau qui est généralement en bois ou en carton, marqué des lettres de l'alphabet, de chiffres. On a souvent les mots oui, non et au revoir. Elle est accompagnée d'une planchette, qu'on peut appeler aussi goutte ou curseur, avec lesquels les participants posent délicatement leurs doigts. Et en posant les doigts sur cette planchette, ils invitent des esprits ou des entités invisibles à se manifester en guidant les mouvements du curseur pour écrire des messages. Et on lance la séance, normalement, avec cette célèbre question « Esprit, es-tu là ?» Alors, l'usage de la planche Ouija, ça se veut être une méthode de communication avec l'au-delà et les forces invisibles. Donc, on parlera effectivement pas que des défunts, on parle aussi des anges gardiens, des guides, enfin, un petit peu des consciences en tout cas. Alors, bien avant que cette planche Ouija ne soit brevetée à la fin du 19e, ça faisait bien longtemps que l'humanité cherchait déjà à entrer en contact avec les esprits, les ancêtres ou les forces invisibles.
Alors, dans l'Antiquité déjà, on avait les oracles comme celui de Delphes ou les pratiques divinatoires des Romains qui utilisaient divers moyens pour transmettre des messages directement des dieux ou des défunts. Alors, souvent par des paroles ou des signes un peu codés. Et puis il y a des alphabets mystiques, des lettres tracées dans le sable ou sur des tablettes pouvaient être utilisées dans des rites pour obtenir des réponses. Au Moyen-Âge, c'est pareil avec la magie cérémonielle. Et la nécromancie, on utilisait parfois des tablettes gravées et des cercles magiques où le médium invoquait des entités. Alors, cette quête s'exprime finalement à travers de nombreuses pratiques ancestrales à travers le monde. Et c'est partage en tout cas avec la Ouija cette volonté de créer un canal de communication entre le visible et l'invisible. Il y a de nombreuses sociétés qui utilisent pour ça les cauris, les osselets, des pierres gravées, des pendules, ou qui utilisent la transe, par exemple, pour recevoir, comme le cas des chamans, pour finalement être un canal direct entre ces deux mondes. Avant la Ouija, juste avant qu'elle ne fasse officiellement son apparition, qu'elle soit brevetée, on avait les tables tournantes. Oui. Donc là, c'est le 19e siècle, très populaire en Amérique d'abord, puis en Europe. C'était vraiment le moyen prisé pour invoquer les esprits lors de réunions. Alors, les participants posaient carrément leurs mains sur une table qui se mettait à tourner, parfois à taper, et qui répondait par des coups. Alors, ces phénomènes étaient interprétés comme des signes envoyés du coup par les défunts ou les guides. Et c'est ces séances-là qui ont largement inspiré la création de la planche Ouija. Parce que c'est vrai qu'avec des coups, il fallait donner l'alphabet, ça peut être... ça pouvait être très long. Quand on fait du guéridon, ça peut être quand même très long. Très long, tout à fait, oui. Vous voulez un prénom, il faut commencer par énumérer à haute voix toutes les lettres de l'alphabet, attendre que le guéridon tape. Oui, tout à fait. Si ça commence par qui s'appelle Walter, on n'a pas fini, ça peut être très très long. Alors, en 1890, Elijah Bond dépose un brevet pour la planche Ouija, c'est un avocat américain. Lui, il présente ça comme un jeu de société destiné à communiquer avec l'au-delà. Alors, c'est commercialisé par la Kennard Novelty Company et donc Charles Kennard lance du coup la production commerciale de ce jeu. Rapidement, ça devient un objet de divertissement et ensuite un objet de communication médiumnique. C'est là où entrent en jeu deux employés de la Kennard Novelty Company, donc William Fuld et son frère Isaac. Suite au dépôt de bilan de la Kennard, décident de lancer leur propre entreprise. Alors, je vous la fais courte, il y a un frère qui a doublé l'autre. Et la William Fuld Company voit le jour, et c'est elle qui va populariser massivement la Ouija comme un jouet pour enfants. Ça leur permettait du coup d'obtenir des subventions supplémentaires, et on l'appelait le Mystifying Oracle, donc l'oracle mystifiant. Donc ce William Fuld est parfois surnommé le père de la Ouija en raison de son rôle clé dans son succès commercial. Et puis le mot Ouija viendrait de la combinaison du mot français « oui » et du mot allemand « ja », le nom lui est attribué dans les années 1920. Alors, selon les croyants de la Ouija et les utilisateurs, la planche permet d'entrer en contact, comme on disait tout à l'heure, avec des esprits, des défunts, des entités diverses, et de nombreux récits, vous en trouvez plein sur les forums, sur les vidéos, des expériences étonnantes, parfois bouleversantes en tout cas, il y a des messages précis, et inconnus des participants. On vous dit quelque chose, vous le vérifiez, vous vous rendez compte qu'en fait c'était vrai. Il y a des informations véritables sur des personnes qui étaient absentes ce jour-là. Et donc là, vous dites, voilà. Des apparitions aussi de phénomènes, des fois paranormaux, qui sont liés à la séance. Moi, ça m'est arrivé de mettre un enregistreur et d'avoir des PVE en même temps que le message. Et par exemple, je vois un cas précis d'une petite dame qui avait perdu son fils. Donc, on passe à la Ouija. C'était son fils à la Ouija qui lui donnait des messages. Et en même temps, j'ai des PVE d'une voix du coup d'homme qui me dit Vincent. Son fils s'appelait Vincent. Donc, effectivement, j'ai su tout de suite qu'on est bien avec la bonne personne, où la connexion était bien faite. Voilà. La numérotation était bonne. On avait réussi à joindre le bon numéro. Alors, les scientifiques nous disent que nenni, on nous parle d'effets idéomoteurs, donc ils expliquent que les mouvements de la planchette sont un phénomène finalement psychologique, que c'est des mouvements inconscients automatiques qui sont produits par les muscles des participants sans qu'ils s'en rendent compte. Alors, à ce propos-là, moi, ce que je tiens à dire, c'est que je fais régulièrement la planche Ouija avec toi et avec d'autres personnes, et j'ai été dans d'autres lieux pour le faire. Dès qu'on dit que le message s'adresse à moi, j'enlève automatiquement mon doigt. C'est-à-dire que je suis tout à fait consciente que, comme disent les scientifiques, on peut inconsciemment influencer. Donc, quand c'est un message pour moi, j'enlève mon doigt. Et moi, j'ai souvent eu, dont une fois dans un lieu, personne ne me connaissait, et j'ai eu un message. On m'a donné le prénom de la personne qui était décédée. C'était quelqu'un que je connaissais, mais il y a très très longtemps.
Et le message qui était adressé m'a beaucoup touchée parce que je connaissais l'histoire. Mais il était très important dans l'histoire, c'est que dans le cercle où j'étais, personne ne me connaissait. Donc personne ne pouvait savoir de qui on parlait. Moi, j'ai vécu le cas il y a quelques années. On a été avec Tony. Hein. Du coup, on était 6. On décide de faire une Ouija. Il y avait une 7e personne. Cette personne qu'on avait invitée n'avait jamais fait d'Ouija et ne souhaitait pas toucher la planche. Elle voulait bien. Ce qui l'intéressait, c'était regarder. Donc, elle s'est mise dans le canapé un peu plus loin. Et puis, tout d'un coup, on avait diverses personnes. Et puis, tout d'un coup, il y a quelqu'un pour elle. Donc, elle ne touchait absolument pas le truc. Cette personne-là, on l'avait fait gagner par jeu concours. Donc, personne autour de la table ne connaissait cette personne. On savait tout juste son prénom. Je savais qu'elle venait de Normandie. Ça s'arrêtait là. Et on a eu son ex-mari. D'accord. Qui était décédé, qui est venu nous dire qu'il s'était trompé, il l'avait trompé, il s'en excusait. Et alors, on a pu corroborer toute l'histoire, effectivement. On avait bien le bon prénom, que c'était bien son ex-mari, qu'effectivement, il l'avait quitté, il l'avait trompé avant de décéder. Enfin, voilà, on a eu plein d'éléments, alors que cette personne, effectivement, était tranquillement sur le canapé, n'avait rien demandé. Et puis, aucun d'entre nous ne connaissait, je ne connaissais même pas le nom de famille de cette dame. Quoi. D'accord. Et je trouve que c'est important, ce genre de petite expérience, entre guillemets, parce que même si je crois en tout ça et tout, je suis tout à fait consciente qu'on peut, malgré tout, parfois influencer, etc. Mais quand il y a des expériences comme la tienne ou comme la mienne, là, je me dis que, c'est un fait, c'est quelque chose que je ne peux pas inventer, c'est un fait. Il y a 5 personnes autour qui peuvent le confirmer. Et ça, c'est très important aussi. Parce que, on n'est pas dans un délire total. Il faut être clair, hein. Voilà, on n'est pas dans le délire, on est dans la réalité. Je suis tout à fait prête, effectivement, à envisager le fait qu'on puisse, sans le vouloir, bouger la goutte et des choses comme ça. Après, là, effectivement, quand on a des expériences comme ça, on se dit, oui, même déjà, on est 5. Alors, il faudrait que déjà, on ait connaissance des éléments de la dame, qu'on se mette d'accord de comment on va appeler le prénom. Enfin, si chacun essaie d'influencer la goutte dans son coin, à part tourner dans tous les coins et puis tomber par terre, il ne va rien se passer. Voilà. Et moi, je sais que par rapport à mon expérience, le prénom de ce jeune n'est pas un prénom courant. Hein, c'est pas. On n'a pas c'est pas Jean, Pierre, Paul, Jean-Martin. Voilà. Mais et c'est ça qui est important à dire aussi, c'est que nos expériences, parfois au contraire, on tombe sur des choses complètement délirantes. Et on a eu des expériences, on a beaucoup ri. Hein, je pense à ce monsieur qui cherchait sa grosse, entre guillemets. C'est sa femme, qui a fait sa grosse. Voilà, voilà. Mais là, on ne pouvait pas confirmer parce qu'on avait c'était quelque chose de complètement extérieur. Mais par rapport à ton expérience et à mon expérience, c'est une expérience parmi les autres. C'est vraiment très important d'avoir de temps en temps des choses comme ça qui nous disent on n'est pas fou, on reste sur les rails. Voilà, c'est bon. Alors, le problème déjà de la Ouija, c'est qu'elle est quand même victime d'une mauvaise réputation. Alors, il y a de nombreuses histoires de mauvaises expériences qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, donc il y a des vidéos où les participants auraient éveillé ou réveillé des entités malveillantes, déclenché des troubles psychiques, alors les possessions, les messages négatifs, le fameux démon Zozo, dont on nous a rabattu les oreilles il y a quoi, 10 ans. Oui. Là, bizarrement, il a disparu. On n'entend plus parler. Il doit être reparti, peut-être. En retraite, peut-être. Voilà, oui, tout en à retraite. fait. Alors, il y a aussi des mises en garde religieuses dans le christianisme qui déconseillent son usage au motif qu'il ouvrirait des portes aux forces occultes. Donc, la planche Ouija, en tant qu'outil de communication, ça suscite des réactions fortes depuis très longtemps. On l'a dit, dangereuse, on veut l'interdire, par exemple. Alors, dans la doctrine catholique, il y a dans de nombreuses églises protestantes, la Ouija est carrément mal considérée. C'est-à-dire qu'on la considère comme quelque part une forme de divination, de nécromancie, donc une tentative d'entrer en contact avec les morts ou les esprits, ce qui est condamné dans la Bible. Donc, on a le fameux Lévitique, la 19:31, qui nous dit « Ne vous tournez pas vers les morts et ne consultez pas les esprits. » Et puis on nous remet une couche avec Isaïe, on nous dit ne consultez pas les nécromanciens et les devins qui vous murmurent et vous parlent en secret. Parce qu'il est un petit peu paradoxal dans les histoires de mise en garde religieuse, c'est qu'on a quand même des courants comme le spiritualisme, qui c'est un courant religieux chrétien, qui est né au milieu du 19e, qui repose sur la conviction que les esprits des défunts peuvent communiquer avec les vivants. Donc c'est un mouvement qui est né dans les années 1840 aux États-Unis avec les célèbres sœurs Fox. Oui. Elles utilisent différentes méthodes comme la Ouija, les tables tournantes et les séances de médium. Et puis, ils organisent carrément des cérémonies dans les églises pour communiquer avec les défunts. Donc, on est un petit peu... En même temps, c'est pas bête dans le sens où l'église est un lieu quand même qui est énergétiquement très puissant.
le fait de pouvoir entrer en contact avec des défunts et tout, ça peut être quelque chose qui est très... Et puis dans les films, il y a déjà le problème aussi dans les films et les séries. On est entre le sensationnalisme et la peur populaire. La Ouija est devenue incontournable dans les films, dans le cinéma d'horreur, les séries paranormales. On y retrouve beaucoup de clichés qui participent à forger un petit peu son image inquiétante. Alors déjà, il y a toujours cette idée que ça ouvre des portes aux démons et aux forces maléfiques. Alors là, vous voyez bien le truc. Alors par exemple, on a les films Ouija, donc suite 2014, ou la suite, le Ouija de 2016. Ça montre la planche comme un outil dangereux qui a carrément ouvert la porte à une infestation démoniaque. Dans la série Supernatural, c'est pareil. Elle est souvent liée à des esprits qui sont malveillants et des forces occultes qui sont très puissantes. Le deuxième cliché, c'est que les séances tournent mal, rapidement. Donc là, on a dans les séries souvent, on a une séance Ouija tranquille qui dégénère soudainement en cauchemar avec des mouvements brusques, des cris, des phénomènes paranormaux terrifiants. Il y en a qui sont soulevés du sol. Enfin bon, donc comme dans Insidious en 2010, on a aussi toutes ces histoires d'entités qui répondent par des messages qui sont menaçants et moqueurs, comme le fameux Zozo effectivement qu'on parle. À de nombreux films, effectivement, les réponses ne sont jamais oui et non, mais Zozo ou je vais te tuer par exemple. Donc, c'est sympa. Oui, ça remet l'ambiance tout de suite. Tout à fait. Ouais. Souvent dans les clichés, dans ces séries, dans les films, c'est aussi on n'arrive jamais à fermer correctement la séance. Comme si une fois que la porte était ouverte, il était impossible de refermer et les esprits s'invitent finalement chez vous de façon incontrôlable. C'est la gare. C'est pas sympa. Alors dans le film Ouija, donc celui de 2016, la famille lutte pour se débarrasser de l'entité après la séance qui a mal tourné. On s'est ouvert et puis maintenant on n'arrive plus à refermer le truc. Alors ça, effectivement, c'est des bêtises, normalement. Elle a bon dos, la Ouija. Oui, c'est ça, la bon dos, ouais. C'est vrai que dans les séries, les films, ou sur certaines vidéos YouTube, c'est souvent des adolescents qui sont curieux et qui se trouvent vite un petit peu dépassés par ce qui se passe, parce qu'effectivement, on ne sait pas quoi faire, on s'ennuie un peu, tiens, on va boire quelques bières et faire une Ouija. Donc là, dans Paranormal Activity, c'est le cas. On explique, on exploite totalement cette idée des jeunes qui dérangent l'invisible sans en mesurer réellement les conséquences. Et dans le film The Gallows, c'est pareil, ça part en sucette. Du coup, on est un petit peu sur la même trame. Ça, c'est 2015. Effectivement, ça fait presque partie de la décoration obligatoire dans ce genre de film. Par exemple, dans la saison 2 de Stranger Things. Alors, la planche Ouija, en tout cas, c'est un outil qui est narratif puissant dans la fiction, parce que c'est souvent associé à la peur, au danger et à l'inconnu. Et on va dire que ce cliché, malheureusement, participe à sa réputation mystérieuse et dangereuse. Mais, comme on vous disait, ça entretient aussi des fausses idées sur son usage réel. Alors, avant de rentrer sur cet usage, je vous propose une petite pause musicale avec une chanson de Morrissey qui s'appelle Ouija Board. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Alors, de retour sur Radio G, on parlait Ouija. Après s'être fait peur avec tout ce qui pouvait mal tourner, je vous propose de discuter des bienfaits potentiels de la planche Ouija et du fait que du coup, ça fait quand même moins peur. Ah, tout à fait. Tout à fait. Moi, mes expériences, on va dire à 99,99% ont été positives. Alors, si la planche est souvent associée à des mises en garde et des récits inquiétants, elle peut aussi, dans certains contextes, offrir des expériences positives et enrichissantes. Alors, ce qu'il est utilisé, bien sûr, avec prudence et respect. Alors déjà, on disait tout à l'heure, c'est un outil de communication avec l'invisible. Ça permet effectivement de recevoir des messages des défunts. Donc, c'est quoi de mieux que de recevoir un petit message d'un proche pour vous dire qu'il va bien, qu'il pense à vous. Donc, ça ne peut qu'apporter réconfort et apaisement dans les moments de deuil, en tout cas. Tout à fait. Et puis, c'est important, quelque part, d'avoir ces messages parce que bien souvent, les personnes avec qui on travaille, avec qui on fait ce message, ne sont pas forcément au courant de toute l'histoire entre nous et le défunt et que bien souvent, il y a des petits mots qui ne sont compris que par nous de la part du défunt. Et au niveau émotionnel, ça fait un bien fou. Parce qu'on a toujours des regrets de ne pas avoir fait ceci, de ne pas avoir fait cela. De ne pas avoir été là pour le décès. Voilà. Enfin, des petites choses, oui. Et à ce moment-là, on a ce petit message qui, quelque part, nous dit « Ne t'inquiète pas, ce n'est pas un problème, c'est tout à fait naturel. Et continue ta vie, je suis bien, je t'aime, et etc., etc. » Alors, comme on disait, on pouvait recevoir des messages de défunts, mais ça permet aussi d'établir un lien quelque part avec des guides spirituels ou des entités bienveillantes pour recevoir des conseils ou des orientations. Il y a des moments où on ne sait pas trop.
Et puis j'ai envie de dire, même si, on va dire au pire du pire, je m'illusionne complètement, je ne parle pas avec le monde invisible, j'ai envie de dire que c'est une voie de toute façon sur la connaissance de soi. Cette planche peut aussi servir d'outil psychologique et symbolique qui nous aide finalement à faire émerger des pensées qui sont inconscientes, des émotions refoulées ou des désirs cachés. Donc même si on dialogue quelque part avec soi-même, via la planche, j'ai quand même dans l'idée que ça peut favoriser une sorte d'introspection, de prise de conscience et finalement aider à la résolution de conflits intérieurs. Tout à fait. C'est quelque chose de très important parce que plus on réussit à mieux se comprendre, à mieux s'accepter, parce que quelque part, c'est comprendre aussi qu'on a des bonnes choses en nous, parce que bien souvent dans la société actuellement, voilà, etc., etc. Le fait de pouvoir avoir cette capacité à communiquer avec soi-même à travers un esprit qui se présente mais qui finalement n'est que nous, ça fait un bien fou. Ça nous permet d'avancer, de nous dire bon, finalement, telle et telle chose que j'avais prévue, je peux me recul aussi. Oui, voilà. Part sur une situation, on peut avoir un recul qui fait qu'on peut avoir une vue un peu différente et ça nous permet d'évoluer dans ce niveau-là. Tout à fait, tout à fait. Alors, il y en a certains qui expliquent un peu la Ouija comme qui y voient finalement une forme de méditation active, un peu d'autothérapie. Donc moi je dis pourquoi pas, oui, voilà. Tout à fait. Et puis moi ce que j'aime bien aussi dans la Ouija, c'est que c'est quand même un moment aussi de partage collectif. Ah oui, voilà. Un moment d'émotion et de rire, il ne faut pas croire, de rire aussi. Moi je trouve que c'est un super espace de partage, de connexion et d'échange. Surtout quand on le fait avec des amis, on s'échange des confidences, chacun donne un petit peu son avis, ses ressentis. Et je trouve, puis des fois on rit, moi j'ai ça renforce quand même les liens sociaux. Oui, tout à fait. J'ai souvenir de séances où on rit tellement qu'on est obligé de faire une pause pour pouvoir reprendre un peu nos esprits. Puis ça favorise quand même effectivement l'écoute, la coopération, puis la confiance aussi entre les participants. Tout à fait. Donc c'est un super outil. Et puis ça peut être aussi, comme on disait tout à l'heure, des sources de souvenirs marquants, parce qu'on a tous des histoires. Tu te souviens la fois où Oui. Tout dire aussi, c'est aussi une ouverture finalement sur notre propre rapport à la mort, à l'au-delà et à l'invisible. Ça stimule effectivement la curiosité, l'émerveillement pour certains, mais en tout cas l'humilité, moi je trouve, face à l'inconnu et face à tout ce qui existe d'intangible. Oui. Et puis ça peut vraiment nourrir une démarche finalement spirituelle, un cheminement personnel. Ça permet un peu de se rappeler effectivement que malheureusement nous sommes mortels. Oui. Et si ça peut aider à avoir un peu moins peur aussi de la mort, moi je trouve que c'est toujours un peu positif. Oui, parce que quelque part, même moi j'y crois à tout ça, il n'y a aucun problème. Mais le fait d'avoir quelque chose de concret, on en revient comme les pierres, il faut tenir. Là, on a quelque chose de concret à travers des messages, à travers avec des personnes qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. C'est surtout ça qui m'a marqué, moi. Et c'est important parce que pour moi, je parle bien pour moi, c'est quelque chose qui me rassure, qui me calme, qui m'apaise énormément. Alors on disait effectivement que ça peut être une super occasion d'avoir du réconfort, de se questionner un petit peu sur soi, d'avoir des réponses, quelque part un petit peu aussi de se transformer intérieurement. Mais quand même, moi j'ai envie de dire à condition d'une utilisation consciente. Il faut faire attention quand même. Alors, on va refaire un petit point sur les choses qu'il faut faire ou ne pas faire, histoire de enfoncer le clou une autre fois. Oui. Moi déjà, la première chose que je dirais, c'est de pratiquer avec quelqu'un qui en fait régulièrement. Voilà. On ne se lance pas tout seul comme ça, si personne n'a jamais fait en se basant sur ce qu'on voit à la télé. Ça ne peut pas marcher. Non. Alors, si je peux me permettre, moi je sais que je fais la planche Ouija depuis très très longtemps, avant même que ça soit revenu à la mode et tout. Dans le charme des... Et avec un verre, on faisait ça. Donc, c'est vraiment basique. Il y en a beaucoup dans les années 70-80 aussi qui ont fait. Dans les années 80. Moi, j'ai plein d'amis qui me racontent ça quand ils étaient en internat. Moi, j'étais déjà adulte. J'étais adulte. Donc. Et donc, c'est vrai que quand on faisait ça, alors on a le verre qui bougeait pas, on se regardait parce qu'on n'était que deux, etc. De voir le verre qui est parti et qui a baldingué et qui s'est cassé. Alors, ça nous a surpris parce que quand on ne connaissait pas à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous ces trucs-là où on pouvait se renseigner. On faisait toujours avec le respect, en demandant l'autorisation et tout, parce que c'était important, parce que quelque part, on rentre dans un monde où on n'est pas invité. C'est nous qui nous invitons. La moindre des choses, effectivement, c'est de l'autorisation avant de... Et cette fois-ci, ça a été le verre qui a baldingué, etc. Et l'atmosphère a changé. Donc, on a dit, OK, on laisse tomber. L'important, c'est l'environnement. Donc, choisir un lieu qui soit calme et qui soit neutre. Il faut éviter les endroits qui sont chargés émotionnellement. Voilà. Et puis, il faut avoir une intention qui est claire et positive. Je crois que la clé, c'est ça, de toute façon. On parlait tout à l'heure du pouvoir de l'intention. C'est avant de commencer, je définis le but de la séance. Est-ce que je recherche des informations? Est-ce que j'ai envie d'un contact bienveillant? Est-ce que c'est de l'exploration spirituelle? Voilà. Est-ce que si c'est juste pour passer le temps ou, assouvir un petit peu ma curiosité parce que je m'ennuie?
Et puis, on essaye aussi de le faire quand on est en bonne condition physique. C'est-à-dire si on est fatigué, qu'on est stressé, on a des troubles émotionnels, des problèmes d'addiction, des choses comme ça. Voilà, on sait que l'état mental influe fortement sur les expériences vécues. Donc, la même expérience vécue par 2 personnes, suivant si elles sont bien dans leur tête ou pas, ça ne... Et puis, on attire les énergies dans lesquelles on est. Si on n'est pas bien, si on est dans le noir, automatiquement, on peut attirer des âmes ou des entités, quel que soit le terme, qui sont aussi dans des périodes pas faciles pour elles, parce qu'ils sont comme nous, quoi. Hein. Il n'y a pas à tortiller par rapport à ça, quoi. Voilà, donc de toute façon, l'idée aussi, c'est de se protéger un peu énergétiquement. Donc ça veut dire aussi, voilà, je donne mon accord pour qu'il rentre en communication, mais j'oublie pas de dire que, voilà, une fois que la communication est faite, laissez-moi tranquille, c'est fini, basta, quoi. Donc il y a certains, effectivement, qui font des prières avant, des méditations de groupe, des visualisations de lumière. Chacun fait un petit peu ce qui marche pour lui. Je crois que déjà, il faut rester bien dans sa tête, bien carré dans ses bottes, et puis pas hésiter à dire non si ça part en cacahuète. Oui, cacahuète, ou qu'il se passe. Certaines fois, quand vous posez des questions et que vous ne devez pas avoir la réponse, qu'on n'est pas, de toute façon, on ne doit pas tout savoir. Non. Il faut arrêter le délire. Et on ne doit pas tout savoir, et ils ne savent pas tout. Voilà, il faut bien qu'on soit clair par rapport à ça, quoi. Hein. Et si les réponses, du coup, sont plutôt rares ou négatives, ou que la réponse ne vous plaît pas, faut arrêter d'insister aussi. C'est comme dans la vraie vie, si vous croisez quelqu'un et puis que vous n'êtes pas très agréable, il va vous répondre une première fois, vous l'asticotez encore, il vous répondra peut-être une deuxième fois, mais la 13e fois risque de pas être agréable du tout. On va vous pousser ou on va vous dire, allez, ne pas prendre les choses effectivement comme argent comptant. Du coup, se rappeler que le phénomène peut s'expliquer par l'inconscient collectif, qu'on a vécu quelque chose, mais effectivement, il ne faut pas céder à la peur ou à la panique, ou au contraire, se dire, ils m'ont dit ça, donc allons-y gaiement, je saute du pont, on verra bien. Voilà, de toute façon. Il ne faut pas croire, il y a des fois, ça ne marche pas du tout. Heureusement, oui. Ils ne sont pas là à notre disposition si votre goutte tout le temps. ne bouge pas, ou si quelqu'un ne se sent pas bien, mal à l'aise, en fait, il faut mieux arrêter de toute façon tout de suite, ou vous reprenez plus tard, ou avec quelqu'un d'autre. Alors, cette émission est bientôt terminée. Donc, la planche Ouija, en fait, en tout cas, reste un objet qui est totalement fascinant. Il est chargé de mystère et d'émotions. Alors, entre outils de communication avec l'invisible et simples effets psychologiques, en tout cas, elle continue à susciter curiosité, fascination. La Ouija nous invite en tout cas à nous interroger sur notre relation à l'inconnu, notre relation à la mort et à la quête de sens. Alors, c'est un miroir, quelque part, qui reflète nos espoirs, nos peurs et notre besoin profond de dialogue. L'essentiel face à cet outil, c'est d'y aller avec le respect, conscience et responsabilité. Alors, nous voilà arrivés à la fin de cette dernière émission de la saison. Nous avons plongé ensemble dans 2 univers fascinants, la puissance apaisante et énergétique des pierres et les mystères troublants, parfois effrayants, de la planche Ouija. Alors, entre la douceur des cristaux qui nous ancrent et nous accompagne au quotidien et les questions profondes sur la mort que soulève la Ouija, en tout cas cette émission a été une belle invitation à explorer, avec prudence et respect, des voies souvent méconnues. Alors avant de nous quitter pour la pause estivale, je vous invite à partager vos expériences, vos histoires, vos questions sur ces sujets qui nous passionnent tant. Tous les détails en tout cas sont sur le site de Radio G si vous avez besoin. Je remercie Joël du coup pour son intervention, d'être venu nous voir jusqu'au studio. Merci à toi de m'avoir invité. Alors, nous nous retrouverons tous avec plaisir en septembre pour une nouvelle saison. Elle sera pleine de découvertes, pleine d'échanges, d'aventures mystérieuses et un soupçon de frissons. D'ici là, prenez soin de vous et restez curieux. Gardez un autre regard sur le monde qui nous entoure. À très bientôt. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, le paranormal, l'ésotérisme ne sont pas seulement des domaines de l'imaginaire, mais des invitations à voir le monde sous un angle nouveau, à questionner nos certitudes, nos habitudes et à enrichir notre existence tout en gardant notre esprit critique. Vous l'aurez compris, c'est aussi une invitation à adopter un autre regard. Merci d'avoir été à l'écoute. À très bientôt sur Radio G pour un nouveau voyage extraordinaire au cœur de l'invisible et de l'inconnu. Alors, restez curieux, ouverts d'esprit et prenez soin de vous.